podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo, découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 8e chapitre, l'intestin de Léviathan. Avec dans les principaux rôles, Pierre Bertin, Gilles Normand, Jean-Roger Cossimon, Javert, George Wilson, Jean Valjean, Michel Bouquet, Enjolras, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. Il y a de l'apocalypse dans la guerre civile. Toutes les brumes de l'inconnu se mêlent à ces flamboiements farouches. Les révolutions sont sphinx, et quiconque a traversé une barricade croit avoir traversé un songe. Ce qu'on ressent dans ces lieux-là, c'est plus et c'est moins que de la vie. Sorti d'une barricade, on ne sait plus ce qu'on y a vu. On a été terrible, on l'ignore. On a été entouré d'idées combattantes qui avaient des faces humaines. On a eu la tête dans de la lumière d'avenir. Il y avait des cadavres couchés et des fantômes debout. Les heures étaient colossales et semblaient de l'éternité. On a vécu dans la mort. Des ombres ont passé. Qu'était-ce? On a vu des mains où il y avait du sang. C'était un assourdissement épouvantable, c'était aussi un affreux silence. Il y avait des bouches ouvertes qui criaient et d'autres bouches ouvertes qui se taisaient. On était dans la fumée, dans la nuit peut-être. On croit avoir touché au suintement sinistre des profondeurs inconnues. On regarde quelque chose de rouge qu'on a dans les ongles, on ne se souvient plus. C'est midi. Montez les pavés dans la maison. Garnissez-en le rebord de la fenêtre et les mansardes. La moitié des hommes au fusil, l'autre moitié au pavé. Pas une minute à perdre. Enjolras, ils ne tarderont pas à attaquer. Les sapeurs-pompiers arrivent avec des haches. Marius, nous sommes les deux chefs. Je vais donner les derniers ordres dedans. Toi, reste dehors. Et observe. Feuilly. Oui. Au premier étage, tenez des haches prêtes pour couper l'escalier. Les a-t-on? Oui. Combien? 2 haches et un merlin. C'est bien. Nous sommes 26 combattants debout. Combien y a-t-il de fusils? 34. 8 de trop. Tenez ces fusils chargés comme les autres et sous la main. Aux ceintures, les sabres et les pistolets. 20 hommes à la barricade. 6 embusqués aux mansardes et à la fenêtre du premier pour faire feu sur les assaillants à travers les meurtrières des pavés. Qu'il ne reste pas ici un seul travailleur inutile. Tout à l'heure, quand le tambour battra la charge, que les 20 d'en bas se précipitent à la barricade. Les premiers arrivés seront les mieux placés. Et Javert? Je ne l'oublie pas, le dernier qui sortira d'ici cassera la tête à cet espion. Ici? Non. Ne mêlons pas ce cadavre au nôtre. On peut enjamber la petite barricade sur l'Arbel Mondétour. Elle n'a que 4 pieds de haut. L'homme est bien garrotté. On l'y amènera et on l'y exécutera. Bien. Vous êtes le commandant? Oui.
Vous m'avez remercié tout à l'heure. Au nom de la République. La barricade a 2 sauveurs, Marius Pontmercy et vous. Pensez-vous que je mérite une récompense? Certes. J'en demande une. Laquelle? Brûler moi-même la cervelle à cet homme-là. C'est juste. Pas de réclamation? Non. Prenez le mouchard. Qu'est-ce qu'il y a? Allez! Tous dehors! À tout à l'heure. Levez-vous, Javert. C'est moi, Valjean. Prends ta revanche. Allons. Un sur un? Tu as raison. Cela te convient mieux. Tu coupes mes cordes avant de me couper la gorge? Vous êtes libre. Libre? Je ne crois pas que je sorte d'ici. Pourtant, si par hasard j'en sortais, je demeure sous le nom de Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. En garde. Allez, Tu as dit Fauchelevent, rue de l'Homme Armé. numéro 7. Numéro 7. Vous m'ennuyez. Tuez-moi plutôt. Allez-vous-en. Je tirerai en l'air. Allez. Alors éclata, sur ce tas de pavés, dans cette rue de la Chanvrerie, une lutte digne d'une muraille de Troie. Ces hommes, hâves, déguenillés, épuisés, qui n'avaient pas mangé depuis 48 heures, qui n'avaient pas dormi, qui n'avaient plus que quelques coups à tirer, qui tâtaient leurs poches vides de cartouches, presque tous blessés, la tête ou le bras bandé d'un linge rouillé et noirâtre, ayant dans leurs habits des trous d'où le sang coulait, à peine armés de mauvais fusils et de vieux sabres ébréchés, devinrent des titans. La barricade fut 10 fois abordée, assaillie, escaladée et jamais prise. Pour se faire une idée de cette lutte, il faudrait se figurer le feu mis à un tas de courage terrible et qu'on regarde l'incendie. Ce n'était pas un combat, c'était le dedans d'une fournaise. Les bouches y respiraient de la flamme, les visages y étaient extraordinaires. La forme humaine y semblait impossible, les combattants y flamboyaient, et c'était formidable de voir aller et venir, dans cette fumée rouge, ces salamandres de la mêlée. Les scènes successives et simultanées de cette tuerie grandiose, nous renonçons à les peindre. L'épopée seule a le droit de remplir 12 000 vers avec une bataille. La façade de Corinthe, à demi démolie, était hideuse. La fenêtre, tatouée de mitraille, avait perdu vitres et châssis et n'était plus qu'un trou informe, tumultueusement bouché avec des pavés. Bossuet fut tué. Feuilly fut tué. Courfeyrac fut tué. Joly fut tué. Combeferre, traversé de 3 coups de baïonnette dans la poitrine, au moment où il relevait un soldat blessé, n'eut que le temps de regarder le ciel et expira. Marius, toujours combattant, était si criblé de blessures, particulièrement à la tête, que son visage disparaissait dans le sang et qu'on eût dit qu'il avait la face couverte d'un mouchoir rouge. Enjolras seul n'était pas atteint. Quand il n'avait plus d'armes, il tendait la main à droite ou à gauche et un insurgé lui mettait une lame quelconque au poing. Il n'avait plus qu'un tronçon de 4 épées
une de plus que François Ier à Marignan. À Bréjon, la barricade lutta comme une porte de Thèbes. Le cabaret lutta comme une maison de Saragosse. Ces résistances-là sont bourrues. Pas de quartier, pas de parlementaire possible. On veut mourir pourvu qu'on tue. Rien ne manqua à la prise d'assaut du cabaret Hucheloup. Ni les pavés pleuvant de la fenêtre et du toit sur les assiégeants et exaspérant les soldats par d'horribles écrasements, ni les coups de feu des caves et des mansardes, ni la fureur de l'attaque, ni la rage de la défense, ni enfin, quand la porte céda, les démences frénétiques de l'extermination. Les assaillants, en se ruant dans le cabaret, les pieds embarrassés dans les panneaux de la porte enfoncée et jetés à terre, n'y trouvèrent pas un combattant. L'escalier en spirale, coupé à coups de hache, gisait au milieu de la salle basse, quelques blessés achevaient d'expirer. Tout ce qui n'était pas tué était au premier étage. Et là, par le trou du plafond qui avait été l'entrée de l'escalier, un feu terrifiant éclata. C'étaient les dernières cartouches. Quand elles furent brûlées, quand ces agonisants redoutables n'eurent plus ni poudre ni balles, chacun prit à la main 2 bouteilles et ils tinrent tête à l'escalade avec ces massues effroyablement fragiles. C'étaient des bouteilles d'eau forte. Nous disons telles qu'elles sont, ces choses sombres de carnage. L'assiégé, hélas, fait arme de tout. Le feu grégeois n'a pas déshonoré Archimède. La foi bouillante n'a pas déshonoré Bayard. Toute la guerre est de l'épouvante et il n'y a rien à y choisir. La mousqueterie des assiégeants, quoique gênée et de bas en haut, était meurtrière. Le rebord du trou du plafond fut bientôt entouré de têtes mortes, d'où ruisselaient de longs fils rouges et fumants. Le fracas était inexprimable. Une fumée enfermée et brûlante faisait presque la nuit sur ce combat. Les mots manquent pour dire l'horreur arrivée à ce degré. Il n'y avait plus d'hommes dans cette lutte maintenant infernale. Ce n'était plus des géants contre des colosses. Cela ressemblait plus à Milton et à Dante qu'à Homère. Des démons attaquaient, des spectres résistaient. C'était l'héroïsme monstre. Dans l'angle, là, c'est le chef. C'est lui qui a tué l'artilleur. Fusillons-le sur place. Fusillez-moi! On joue! Il me semble que je vais fusiller une fleur. Attendez! Voulez-vous qu'on vous bande les yeux? Non. Est-ce bien vous qui avez tué le sergent d'artillerie? Oui. On joue! Vive la République! J'en suis. Qui est-ce? Grantaire. Vive la République! Faites-en 2 d'un coup. Permets-tu, Enjolras? Ta main, Grantaire. Feu! Enjolras, traversé de 8 coups de feu, resta adossé au mur comme si les balles l'y eussent cloué. Seulement il pencha la tête. Grantaire, foudroyé, s'abattit à ses pieds. Et Marius. Marius était prisonnier. Prisonnier de Jean Valjean. La main qu'il avait étreinte par derrière au moment où il tombait, et dont, en perdant connaissance, il avait senti le saisissement, était celle de Jean Valjean. C'est dans l'égout de Paris que se trouvait Jean Valjean. La transition était inouïe. Au milieu même de la ville, Jean Valjean était sorti de la ville, et, en un clin d'œil,
Le temps de lever un couvercle et de le refermer, il avait passé du plein jour à l'obscurité complète, de midi à minuit, du fracas au silence, du tourbillon des tonnerres à la stagnation de la tombe, et du plus extrême péril à la sécurité la plus absolue. La bonté céleste l'avait en quelque sorte pris par trahison. Seulement le blessé ne remuait point, et Jean Valjean ne savait pas si ce qui l'emportait dans cette fosse était un vivant ou un mort. Paris jette par an 25 millions à l'eau, et ceci sans métaphore. Comment et de quelle façon, jour et nuit? Dans quel but? Sans aucun but. Avec quelle pensée? Sans y penser. Pourquoi faire? Pour rien. Au moyen de quel organe? Au moyen de son intestin. Quel est son intestin? C'est son égout. La science, après avoir longtemps tâtonné, c'est aujourd'hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais, c'est l'engrais humain. Les Chinois, disons-le à notre honte, le savaient avant nous. Pas un paysan chinois, c'est Eckbert qui le dit, ne va à la ville sans rapporter aux deux extrémités de son bambou 2 seaux pleins de ce que nous nommons immondices. Grâce à l'engrais humain, la terre en Chine est encore aussi jeune qu'au temps d'Abraham. Il n'est aucun guano comparable en fertilité aux détritus d'une capitale. Une grande ville est le plus puissant des stercoraires. Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine. Si votre or est fumier, en revanche, notre fumier est or. Que fait-on de cet or fumier? On le balaie à l'abîme. La statistique a calculé que la France, à elle seule, fait, tous les ans à l'Atlantique, par la bouche de ses rivières, un versement d'un demi-milliard. Notez ceci, avec ces 500 millions, on paierait le quart des dépenses du budget. L'habileté de l'homme est telle qu'il aime mieux se débarrasser de ces 500 millions dans le ruisseau. C'est la substance même du peuple qu'emporte, ici, goutte à goutte, là, à flot, le misérable vomissement de nos égouts dans les fleuves et le gigantesque vomissement de nos fleuves dans l'océan. Chaque hoquet de nos cloaques nous coûte 1000 francs. À ceci 2 résultats, la terre appauvrie et l'eau empestée, la faim sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve. Or, Paris contenant le 25e de la population française, et le guano parisien étant le plus riche de tous, on reste au-dessous de la vérité en évaluant à 25 millions la part de perte de Paris dans le demi-milliard que la France refuse annuellement. Ces 25 millions employés en assistance et en jouissance doubleraient la splendeur de Paris. La ville les dépense en cloaques. De sorte qu'on peut dire que la grande prodigalité de Paris, sa fête merveilleuse, sa folie Beaujon, son orgie, son ruissellement d'or à pleine main, son faste, son luxe, sa magnificence, c'est son égout. Économiquement, le fait peut se résumer ainsi. Paris, panier percé. Imitez Paris, vous vous ruinerez. D'ailleurs, le cachet de sa puissance est là aussi, et la titanique sentine de Paris réalise, parmi les monuments, cet idéal étrange, réalisé dans l'humanité par quelques hommes tels que Machiavel, Bacon et Mirabeau, le grandiose abject. Le sous-sol de Paris, si l'œil pouvait en pénétrer la surface, présenterait l'aspect d'un madrépore colossal. Une éponge n'a guère plus de pertuis et de couloirs que la motte de terre de 6 lieues de tour sur laquelle repose l'antique grande ville. Sans parler des catacombes qui sont une cave à part, sans parler de l'inextricable treillis des conduites du gaz, sans compter le vaste système tubulaire de la distribution d'eau vive qui aboutit aux bornes fontaines, les égouts à eux seuls font, sous les 2 rives, un prodigieux réseau ténébreux, labyrinthe qui a pour fil sa pente.
là apparaît, dans la brume humide, le rat qui semble le produit de l'accouchement de Paris. Une âme damnée qui, du milieu de la fournaise, apercevrait tout à coup la sortie de la géhenne, éprouverait ce qu'éprouva Jean Valjean lorsqu'à l'extrémité du souterrain, il aperçut une lumière. Jean Valjean ne sentit plus la fatigue, il ne sentit plus le poids de Marius, il retrouva ses jarrets d'acier, il courut plus qu'il ne marcha. Une grille. Rien à faire. Les dents d'un tigre ne sont pas plus solides dans leurs alvéoles. Et pas de levier. Pas de pesée possible. L'obstacle est invincible. Aucun moyen d'ouvrir la porte. C'est fini. Cosette. Part à deux. Thénardier. Comment vas-tu faire pour sortir? Impossible de crocheter la porte. Il faut pourtant que tu t'en ailles d'ici. C'est vrai. Eh ben, part à deux. Que veux-tu dire? Ben, tu as tué l'homme, c'est bien. Moi, j'ai la clé. Je ne te connais pas, mais je veux t'aider. Tu dois être un ami. Écoute, camarade. Tu n'as pas tué cet homme sans regarder ce qu'il avait dans ses poches. Donne-moi ma moitié, et je t'ouvre la porte. Veux-tu voir comment est faite la clé des champs? Tiens, voilà. Et je te donne la corde par-dessus le marché. Pourquoi faire une corde? Ah, il te faut aussi une pierre. Et tu en trouveras dehors. Il y en a un tas de gravats. Pourquoi faire une pierre? Ah, imbécile. Puisque tu vas acheter le pantin à la rivière, il te faut une pierre et une corde. Sans quoi ça flotterait sur l'eau. Ah oui. Ah ça, camarade. Comment as-tu fait pour te tirer là-bas de la fondrière? J'ai pas osé m'y risquer. Ah, ils sont pas bons. Ben, je te fais des questions. Mais t'as raison de pas y répondre. C'est un apprentissage pour le fichu quart d'heure du juge d'instruction. Et puis en parlant pas du tout, on ne risque pas de parler trop. C'est égal, parce que je ne vois pas ta figure et parce que je ne sais pas ton nom. Tu aurais tort de croire que je ne sais pas qui tu es. Et ce que tu veux. Ah, connu. Tu as un peu cassé ce monsieur. Maintenant, tu voudrais le serrer quelque part. Il te faut la rivière. La grande cache-sottise. Eh ben, je vais te tirer d'embarras. Aider un bon garçon dans la peine, ça me botte. Mais, à propos de la fondrière, pourquoi n'y as-tu pas jeté l'homme? Oui, au fait, tu as peut-être agi sagement. Les ouvriers, demain, en venant boucher le trou, auraient à coup sûr trouvé le pantinois oublié là, et on aurait pu fil à fil, brin à brin, pincer ta trace, arriver jusqu'à toi. Eh, l'égout est traître et vous dénonce. Tandis que la rivière, c'est la vraie fosse. Au bout d'un mois, on vous repêche l'homme au filet de Saint-Cloud. Eh ben, qu'est-ce que ça fiche? C'est une charogne, quoi. Qui a tué cet homme? Paris. Et la justice n'informe même pas. T'as bien fait. Allez, maintenant, concluons l'affaire. Partageons. T'as vu ma clé? Montre-moi ton argent. Combien le pointre avait-il dans ses profondes? Je ne sais pas. Attends. Voilà 2 pièces de 5 francs, un louis d'or et 6 gros sous. C'est tout? Tu ne cherches pas bien. Je vais t'aider. Mais non, rien. Et le pointre? Tu l'as bien fouillé? Tu l'as tué pour pas cher. Non, c'est vrai? Vous n'avez pas plus que ça? N'importe. C'est sûr, et les gens à trop bon marché. Et maintenant, l'ami, il faut que tu sortes. C'est ici comme à la foire, on paye en sortant. T'as payé, sors.
Vite, de l'eau. Marius. Il respire. On marche. Je connais cette silhouette. Javert. Qui êtes-vous? Moi, Qui, vous? Jean Valjean. Vous? Inspecteur Javert, vous me tenez. D'ailleurs, depuis ce matin, je me considère comme votre prisonnier. Je ne vous ai point donné mon adresse pour chercher à vous échapper. Prenez-moi, seulement accordez-moi une chose. Que faites-vous là? Et qu'est-ce que c'est que cet homme? C'est de lui précisément que je voulais vous parler. Disposez de moi comme il vous plaira, mais aidez-moi d'abord à le rapporter chez lui. Je ne vous demande que cela. Cet homme était à la barricade? C'est celui qu'on appelait Marius? C'est un blessé. C'est un mort. Non, pas encore. Vous l'avez donc apporté de la barricade jusqu'ici? Il demeure au Marais, rue des Filles du Calvaire, chez son aïeul. Je ne sais plus le nom. Il y a un papier dans une de ses poches. Voilà. Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6. Allons-y. Quelqu'un qui s'appelle Gilles Normand? C'est ici? Que lui voulez-vous? On lui rapporte son fils. Son fils? Il est mort. Il est allé à la barricade et le voilà. À la barricade? Il s'est fait tuer. Allez réveiller le père. Rendez-lui son fils. Nous sommes pressés. Inspecteur Javert, accordez-moi encore une chose. Laquelle? Laissez-moi rentrer un moment chez moi, ensuite vous ferez de moi tout ce que vous voudrez. Cocher. Rue de l'Homme Armé, numéro 7. Nous y sommes. Montez. Je vous attends ici. Où va-t-on maintenant? Au poste du Châtelet. Allez. On n'attend plus le monsieur? Non. Allez, U! Dégradé. Dégradé et lâche. Mais aussi pourquoi ai-je permis à cet homme de me laisser vivre? J'avais dans cette barricade le droit d'être tué. J'aurais dû user de ce droit. Appeler les autres insurgés à mon secours contre Jean Valjean, me faire fusiller de force. Cela valait mieux que ça. Mais enfin, ce forçat, ce désespéré, que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter, et qui m'a eu sous son pied, et qui pouvait se venger, et qui le devait, tout à la fois pour sa rancune et pour sa sécurité, en me laissant la vie, en me faisant grâce, qu'a-t-il fait? Son devoir? Non. Quelque chose de plus. Et moi, en lui faisant grâce à mon tour, qu'ai-je fait? Mon devoir? Non. Quelque chose de plus. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir. L'infaillibilité n'est donc pas infaillible. Il peut donc y avoir de l'erreur dans le dogme. Tout n'est donc pas dit quand un code a parlé. La société n'est donc pas parfaite. L'autorité est donc compliquée de vacillation. Un craquement dans l'immuable est donc possible. Les juges sont des hommes.
La loi peut donc se tromper, et les tribunaux se méprendre. Javert traversa diagonalement la place du Châtelet, regagna le quai. L'endroit où il s'accouda était précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic, sur cette redoutable spirale de tourbillons qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert demeura quelques minutes immobile, regardant cette ouverture de ténèbres. Il considérait l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelque passant attardé eût pu prendre pour un fantôme, apparut debout sur le parapet, se courba vers la Seine, puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd, et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure disparue sous l'eau. Mon Dieu, dans quel état nous l'ont-ils ramené? Que dira Monsieur Gillenormand? Eh bien, docteur, y a-t-il un espoir de le sauver? Aucune lésion intérieure au torse. Cette déchirure hideuse, mais sans profondeur et par conséquent sans danger, vient d'une balle qui, par bonheur, a été amortie par le portefeuille et a dévié. Plus grave, la clavicule cassée. Il y a là de sérieux désordres. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il ne faut pas que Monsieur Gillenormand le voie, il entrerait dans une colère épouvantable. Les bras sont sabrés, mais le visage est intact. Enfin, il y a ces blessures à la tête. S'arrête-t-elle au cuir chevelu? Entame-t-elle le crâne? Je ne peux le dire encore. Un symptôme grave, c'est qu'elles ont causé l'évanouissement. Et l'on ne se réveille pas toujours de ces évanouissements-là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes perdus, le voilà. Marius! Monsieur, on a rapporté monsieur ce matin. Il est allé à la barricade et... Il est mort? Oh, le brigand. Monsieur, c'est vous le médecin. Commencez par me dire une chose. Il est mort, n'est-ce pas? Il est mort. Il est mort. Il s'est fait tuer aux barricades. En haine de moi. Oh, c'est contre moi qu'il a fait ça. Un buveur de sang. C'est comme ça qu'il me revient. Misère de ma vie. Il est mort. Percé, sabré, égorgé, exterminé, déchiqueté, coupé en morceaux. Oh, voyez-vous ça? Oh, le gueux. Il savait bien que je l'attendais, que je lui avais fait arranger sa chambre et que j'avais mis au chevet de mon lit son portrait du temps qu'il était petit enfant. Il savait bien qu'il n'avait qu'à revenir et que depuis des ans, je le rappelais et que je restais le soir au coin de mon feu, les mains sur mes genoux, ne sachant que faire, et que j'en étais imbécile. Mais tu savais bien ça, que tu n'avais qu'à rentrer et qu'à dire c'est moi, et que tu serais le maître de la maison, et que je t'obéirais, et que tu ferais tout ce que tu voudrais, de ta vieille ganache de grand-père. Mais tu le savais bien. Et tu as dit non, c'est un royaliste, je n'irai pas. Et tu es allé aux barricades et tu t'es fait tuer par méchanceté.
pour te venger de ce que je t'avais dit au sujet de monsieur le duc de Berry. Ah, c'est ça qui est infâme. Ah, couchez-vous donc et dormez donc tranquillement. Il est mort. Voilà mon réveil. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Monsieur... Oh, monsieur, je vous remercie. Je suis tranquille. Je suis un homme. J'ai vu la mort de Louis XVI, monsieur. Je sais porter les événements. Oh, il y a une chose qui est terrible. C'est de penser que ce sont vos journaux qui font tout le mal. Vous aurez des écrivassiers, des parleurs, des progrès, des lumières, des droits de l'homme, de la liberté de la presse. Et voilà comment on vous rapportera vos enfants dans vos maisons. Allons, monsieur. Marius, c'est abominable. Tué, mort avant moi. Une barricade. Le brody. Docteur, vous demeurez dans le quartier, je crois. Je vous connais bien, je vois de ma fenêtre passer votre cabriolet. Je vais vous dire, vous auriez tort de croire que je suis en colère. On ne se met pas en colère contre un mort. Je serais stupide. C'est un enfant que j'ai élevé, docteur. J'étais déjà un vieux et qu'il était encore tout petit. Il jouait aux Tuileries avec sa petite pelle et sa petite chaise. Et pour que les inspecteurs ne le grondassent pas, je bouchais à mesure avec ma canne les trous qu'il faisait dans la terre avec sa pelle. Un jour, il a crié « À bas Louis XVIII !» et il s'en est allé. C'est pas ma faute. Il était tout rose, tout blond. Sa mère est morte. Avez-vous remarqué que tous les petits-enfants sont blonds? À quoi ça tient-il? Oh, c'est le fils d'un de ces brigands de la Loire. Les enfants sont innocents des crimes de leur père, monsieur. La vérité est qu'il n'y avait pas d'amour comme cet enfant-là. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de vos Lafayette, de vos Benjamin Constant et de vos tire-cuir de Corcelles qui me le tuent? Ah, ça ne peut pas passer comme ça. Ah, sans cœur. Oh, Marius. Oh, Clebiste. Scélérat. Oh, septembriseur. Oh. Ça m'est bien égal, je vais mourir aussi, moi. Et dire qu'il n'y a pas dans Paris une drôlesse qui n'eût été heureuse de faire le bonheur de ce misérable. Un gredin qui, au lieu de s'amuser et de jouir de la vie, est allé se battre et s'est fait mitrailler comme une brute. Et pour qui? Pourquoi? Pour la République. Au lieu d'aller danser à la chaumière, comme c'est le devoir des jeunes gens, c'est bien la peine d'avoir 20 ans. La République. Belle fichue sottise. Pauvre mère, faites donc de jolis garçons. Alors, il est mort. Ça fera 2 enterrements sous la porte cochère. Oh. Tu t'es donc fait arranger comme ça pour les beaux yeux du général Lamarque. Qu'est-ce qu'il t'avait fait, ce général Lamarque? Un sabreur, un bavard, se faire tuer pour un mort. Il n'y a pas de quoi rendre fou à 20 ans. Ils se sont retournés la tête pour regarder s'il ne laissait rien derrière lui. Voilà maintenant les pauvres vieux bons hommes qui sont forcés de mourir tout seuls. Crève dans ton coin, hibou. Eh bien, au fait, tant mieux, c'est ce que j'espérais, ça va me tuer net. Je suis trop vieux. J'ai 100 ans. J'ai 100 000 ans. Il y a longtemps que j'ai le droit d'être mort. C'est donc fini, hein, quel bonheur. Oh, à quoi bon lui faire respirer de l'ammoniac et tout ce tas de drogue? Vous perdez votre peine, imbécile de médecin. Il est mort, allez,
Il est bien mort, je m'y connais, moi qui suis mort aussi. Il n'a pas fait la chose admise. Ah oui. Oui, ce temps-ci est infâme. Infâme. Et voilà ce que je pense de vous, de vos idées, de vos systèmes, de vos maîtres, de vos docteurs, de vos Joracques, de vos garnements d'écrivains, de vos gueux de philosophes, et de toutes les révolutions qui effarouchent depuis 60 ans les nuées de corbeaux des Tuileries. Et puisque tu as été sans pitié, en te faisant tuer comme ça, je n'aurais même pas de chagrin de ta mort, entends-tu, assassin. Assassin. Marius! Marius! Mon petit Marius, mon enfant, mon fils bien-aimé, tu ouvres les yeux. Ah, tu me regardes. Tu es vivant. Oh, merci. Oh, merci. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 8e chapitre, L'intestin de Léviathan. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Jean Valjean, Pierre Bertin, Gilles Normand, Jean-Roger Cossimon, Javert, Michel Bouquet, Enjolras, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier. Avec René Farabet, Jean Rochefort, Roger Carle, Robert Chandeau, Rodolphe Marcilly, Claude Arlet, Marcel Lestan, Michel Puterflamme. Et dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.